Un faisceau de lumière électrique perce l'obscurité au-dessus des eaux calmes de l'océan Atlantique. Le Titanic se ferait tranquillement un chemin à travers les vagues, ses passagers endormis, quand soudain, une forme blanche monstrueuse se détache dans le faisceau lumineux. L'iceberg fatidique est sur le point de déchirer le flanc du navire légendaire. Nous sommes le 14 avril 1912, 2 jours seulement avant que quelqu'un ne prenne la photo d'un iceberg gigantesque à la forme elliptique plutôt inhabituelle. Il se trouve que cet iceberg s'est très probablement formé à partir de neige tombée il y a plus de 100 000 ans. Les chercheurs ont eu recours à des simulations informatiques pour déterminer son origine. Ils ont entré des données de 1912 et y ont ajouté quelques informations sur les vents et les courants océaniques. Ce qu'ils en ont conclu, c'est que l'iceberg faisait probablement partie d'un petit groupe de glaciers dans le sud-ouest du Groenland. De nos jours, il est possible de calculer les itinéraires de ces icebergs pour chaque année passée. Ainsi, le tristement célèbre morceau de glace était en route du Groenland vers une région plus au sud de Cornouailles. Si le navire était passé par cette région seulement 2 jours plus tard, l'iceberg se serait évidemment éloigné du point où ils se sont croisés. Au début, le poids de l'iceberg le plus connu du monde était de 75 millions de tonnes. Avec le temps, il a commencé à fondre lentement, et quand il a coulé le Titanic, son poids n'était plus que de 1,5 million de tonnes. Au moment de la collision, il avait probablement commencé à fondre depuis des mois. Mais c'était tout de même un vrai colosse. Quand le Titanic a coulé, l'iceberg faisait 120 mètres de long, et il émergeait des eaux à plus de 30 mètres de hauteur. Certaines personnes pensent que c'est une superlune qui aurait fait couler le Titanic. Cette nuit-là, un événement lunaire rare s'est produit, qui n'était pas arrivé depuis 1400 ans. Dans des conditions normales, un tel iceberg n'aurait pas pu s'aventurer aussi loin au sud sans fondre et perdre l'essentiel de sa masse. Mais cette superlune aurait pu être à l'origine d'une marée inhabituellement haute, qui a éloigné l'iceberg du glacier bien plus vite que d'habitude. Il existe un type spécifique de bactéries qui consomment lentement les restes du Titanic. La corrosion saline, les courants océaniques, les températures glaciales et enfin ce micro-organisme mangeur de rouille pourrait à terme consommer l'épave entière. L'actrice américaine Dorothy Gibson se trouvait à bord du Titanic. Elle a survécu et lorsqu'elle est arrivée à New York, elle a presque immédiatement commencé à tourner un film intitulé « Rescapé du Titanic ». Ce film est sorti seulement 1 mois après le naufrage du paquebot et Gibson s'est astreinte à porter les mêmes chaussures et les mêmes vêtements qu'elle avait pendant la catastrophe. Le film a connu un grand succès à l'époque, mais la seule copie connue de celui-ci a fini par être détruite dans un incendie. Une nouvelle intitulée Futility a été publiée 14 ans avant le naufrage du Titanic et elle semblait avoir prédit tout l'incident. L'intrigue était centrée sur un navire fictif au nom prédestiné de Titan, qui sombrait pendant sa traversée. Le Titan avait presque la même taille que le Titanic, et tous deux coulaient en avril. Et la raison en était, pour l'un comme pour l'autre, qu'ils avaient heurté un iceberg. Les 2 navires, réels et fictifs, étaient décrits comme insubmersibles, et tous deux disposaient pourtant du nombre de canaux de sauvetage légalement requis, qui, comme il s'est avéré plus tard, étaient loin d'être suffisants. Nous l'avons bien vu dans le film, mais des histoires d'amour véritables se sont aussi déroulées sur le Titanic. 13 couples ont même entrepris la traversée dans le cadre de leur lune de miel. L'un de ces couples était même propriétaire du grand magasin Macy's à New York. Lorsqu'il est devenu évident que le Titanic sombrait rapidement, l'épouse a refusé de monter dans un canot de sauvetage sans son mari. Mais il ne voulait pas la rejoindre tant qu'il y avait encore des femmes et des enfants qui, selon lui, auraient dû partir en premier. Sa femme a alors cédé son manteau à sa domestique et elle a insisté pour qu'elle prenne sa place dans le canot de sauvetage. La dame, quant à elle, a décidé de rester avec son mari jusqu'à la fin. Certaines personnes pensent que le Titanic a coulé à cause d'une momie et non d'un iceberg. Tout a commencé près de 1000 avant Jésus-Christ avec une femme mystérieuse qui vivait alors en Égypte, dans la ville de Thèbes. On savait peu de choses sur elle, mais on a déduit qu'il s'agissait d'une prêtresse. Sa momie avait été placée dans un sarcophage de bois et recouverte d'un lourd couvercle orné de son visage et de quelques inscriptions mystiques.
L'emplacement de sa tombe était resté secret jusqu'à la première moitié du 19e siècle, lorsqu'un groupe d'habitants est tombé dessus par hasard, mettant fin à des millénaires de tranquillité. Personne ne sait comment, mais la momie a disparu ce jour-là sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, un groupe de riches amis anglais qui s'étaient rendus en Égypte a retrouvé le fameux sarcophage de cette momie, dont les yeux sombres semblaient contempler l'éternité. Ils ont décidé de l'acheter, mais l'acheteur a disparu la nuit même avant d'avoir pu conclure l'affaire. Tous les membres du groupe ont connu des accidents de leur côté. Le sarcophage est passé de main en main plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il finisse, comme certains le pensent, sur le Titanic. Il aura fallu plus de 70 ans à un robot sous-marin pour retrouver les ruines de ce navire légendaire. L'épave repose à près de 4000 mètres sous la surface de l'océan Atlantique, scindée en deux moitiés. Pourquoi le paquebot s'est-il brisé? Personne ne le sait exactement. Certains pensent que c'est arrivé à cause de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg. La pression était si puissante qu'elle aurait fendu le Titanic en deux, en commençant par la structure inférieure du navire. D'autres affirment que ce sont les rivets de la coque qui sont responsables. Ils avaient une forte concentration de scories métalliques. À 23h40, le Titanic a percuté un iceberg dans l'océan Atlantique Nord. De nombreux objets ont été retrouvés et restaurés. Des parties du navire, des bijoux et des assiettes, pour n'en citer que quelques-uns. Il a fallu environ 3 heures pour que le navire soit complètement submergé dans ces lointaines eaux glacées. La nuit était froide et très animée. L'orchestre jouait et sa musique enchantait les passagers. Tout le monde était impatient d'arriver en Amérique. En 1912, traverser l'Atlantique en bateau était encore considéré comme un événement extraordinaire. Mais au fil de la journée, un vague sentiment de malheur imminent fit son chemin dans l'esprit du capitaine et des membres de l'équipage. Personne d'autre ne l'éprouvait cependant. Pour la plupart des passagers, rien ne pouvait arriver et la nuit s'annonçait des plus tranquilles. Pour eux, le Titanic était insubmersible. Quand on pense au Titanic, on songe rarement au personnel du courrier. Et oui, il y avait bien des agents de la poste à bord dont la mission était d'apporter du courrier en Amérique. C'est un métier tout ce qu'il y a de plus banal en apparence, mais pour être accepté, il fallait passer un examen très difficile. Et seuls les meilleurs candidats étaient sélectionnés. John Starr March, un Américain, était l'un de ces postiers qui gagnait entre 1000 et 1500 $ par an en travaillant sur le Titanic. En 1912, c'était un très beau salaire. Il ne faisait pas officiellement partie de l'équipage du navire, l'équipe du courrier était placée près des quartiers de 3e classe. Mais en jouant de leur influence, et avec beaucoup de ténacité, ils avaient obtenu un meilleur traitement, ainsi que l'accès à une salle à manger particulière. March s'était fait embaucher car il avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Et travailler sur un grand navire traversant l'océan lui convenait parfaitement. Il avait 51 ans à l'époque et était originaire du New Jersey. Malheureusement, il se trouvait à bord lors du naufrage du célèbre navire et il n'a pas survécu. Mais on a retrouvé une montre à gousset qui nous donne un petit aperçu de ce qui a pu se passer lors de cette soirée fatidique. Il s'agit d'un loquet en or gravé en filigrane et portant la marque de l'Elgin National Watch Company. À première vue, on se dirait qu'il s'agit du genre d'antiquité qu'on pose au-dessus d'une cheminée pour faire joli, mais l'objet présente quelques particularités inhabituelles. Il y a des signes évidents d'infiltration d'eau sous le verre et les aiguilles noires de la montre indiquent exactement 1h27. On peut se demander pourquoi elle s'est arrêtée à ce moment précis. Que faisait son propriétaire? Les préposés au courrier assuraient le tri des envois postaux de manière parfaitement efficace à bord du Titanic. Ce n'était pas chose courante sur un navire de croisière. Les paquebots transportent généralement des sacs fermés pour charrier le courrier d'un port à l'autre. Mais la salle de tri installée à bord du Titanic permettait aux passagers d'envoyer des cartes postales à chaque fois que le navire accostait dans les zones de transit, en Irlande et en France. D'après ce qu'on sait, les passagers ont commencé à retourner dans leur cabine vers 23h. Mais certains d'entre eux traînaient encore dans les salles communes pour profiter de la soirée. Les 5 postiers fêtaient l'anniversaire d'un de leurs collègues dans leur réfectoire. 5 minutes avant la collision, les membres de l'équipage ont repéré l'iceberg et ont sonné 3 fois la cloche pour avertir qu'un objet se trouvait droit devant eux.
L'ordre a été donné de manœuvrer vers la gauche ou, comme le voulait encore l'usage au siècle dernier, de barrer à tribord toute et que les moteurs fassent machine arrière. Cela n'a pas été suffisant pour éviter la catastrophe. À 23h40, le Titanic a percuté l'iceberg et le désastre s'est invité à bord. Non seulement l'eau a commencé de s'infiltrer dans le navire, mais la panique a saisi les passagers et les membres d'équipage. Le capitaine Smith s'est rendu sur le pont et on l'a informé que le Titanic avait heurté un iceberg. Et au même moment, la salle du courrier a commencé à se remplir d'eau. Nous savons que le navire de 269 mètres a été complètement submergé vers 2h20 du matin, avec 706 survivants. Entre le moment de l'impact et le naufrage, le chaos a été total. À minuit, on a commencé à préparer les canots de sauvetage pour l'évacuation des passagers. Des ordres ont été donnés pour que les femmes et les enfants montent en priorité, avec quelques hommes d'équipage pour les guider. Le problème était que les 20 canots de sauvetage disponibles ne pouvaient accueillir que 1178 personnes sur un total de plus de 2200 passagers. March et ses collègues se sont remis à trier le courrier. Des ordres contradictoires ajoutaient au désordre général. Chaque seconde, l'eau glacée s'infiltrait un peu plus dans le navire. 15 minutes après minuit, le capitaine Smith a ordonné à son équipage d'envoyer un signal de détresse. Même si le SOS existait déjà à l'époque du Titanic, le code CQD était encore largement utilisé. CQ est un appel général et D veut dire détresse. Le SS Frankfurt était trop loin pour aider, même s'il fut l'un des premiers à répondre. Le navire jumeau du Titanic, l'Olympique, répondit lui aussi, mais il était également trop éloigné. À minuit 20, le Carpathia reçut le signal de détresse et changea son cap, mais il se trouvait à 107 km de distance. Tu connais SOS, pas vrai ? 3 points, 3 barres obliques et 3 autres points. C'est un signal assez facile à capter en morse qui signifie « Save our souls », sauver nos âmes, ou « Save our ship », sauver notre navire. L'équipage du légendaire Titanic a désespérément essayé d'envoyer ce signal pendant 2 heures dans la nuit du 14 avril 1912. Il y avait d'autres navires non loin de l'endroit où l'iceberg a détruit le puissant titan des mers, mais l'appel à l'aide semble avoir disparu avant de pouvoir les atteindre. Le navire de passagers SS Mount Temple a bien capté un signal et a essayé de répondre, mais le Titanic n'a jamais reçu la réponse. Alors, qu'est-ce qui a réduit au silence les appels au secours du navire ? Un triangle des Bermudes inconnu de l'Atlantique Nord ? Considère ceci. Des témoins ont dit que le ciel était illuminé par une brillante aurore boréale lors de cette froide nuit fatidique. Magnifique, oui, mais ce jour-là, les aurores boréales ont peut-être scellé le destin du Titanic pour de bon. Vois-tu, l'aurore boréale se forme grâce aux orages géomagnétiques. Cela semble compliqué, mais il s'agit essentiellement de fluctuations de la sphère magnétique terrestre. Et c'est le Soleil lui-même qui les cause. Le magnétosphère est comme une bulle protectrice qui entoure notre planète. Elle empêche les rayons solaires nocifs, les vents et autres dangers cosmiques de nous atteindre. Sans elle, la vie sur notre planète ne serait pas possible. La Terre ressemblerait davantage à Mars. Il faut aussi remercier les boussoles qui pointent vers le nord. Les experts savent que la magnétosphère terrestre affecte les équipements de navigation ou les perturbe, ce qui nous ramène au Titanic. Récemment, une chercheuse en météorologie, Mila Zinkova, a proposé une théorie selon laquelle les éruptions solaires qui ont provoqué un orage géomagnétique auraient pu jouer un rôle majeur dans la disparition prématurée du Titanic. Les éruptions solaires se manifestent sur Terre tout le temps. Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux orages magnétiques qu'elles provoquent. Ces derniers peuvent ressentir de la faiblesse, de la fatigue, des maux de tête et même des sautes d'humeur. Les jours habituels, la pression est la même des deux côtés. La magnétosphère bloque toutes les mauvaises choses et nous sommes tous heureux. Mais parfois des explosions se produisent sur le Soleil. Elles peuvent être massives de la taille de la Terre. Ces éruptions projettent une vague de particules chargées qui entrent en collision avec la magnétosphère à une vitesse élevée. Notre bulle protectrice se met alors en défense. Elle se rétrécit, se déforme et pousse ces particules vers les pôles. Cela crée des lumières brillantes qui dansent dans le ciel. Dans le nord, nous connaissons ces lumières sous le nom d'aurore boréale. Dans le sud, aurore australe ou les lumières du sud. Lorsque la magnétosphère pousse ces particules solaires et cosmiques vers les pôles, elle entre en collision avec des molécules de différents gaz. C'est pourquoi tu as cette gamme de couleurs. Par exemple, l'oxygène peut être vert ou rouge selon la distance, et l'azote est bleu ou violet. Ce que plusieurs personnes, y compris le second officier du navire de sauvetage Carpathia, ont vu cette nuit-là, était exactement ce phénomène.
L'officier l'a noté dans le journal de bord avant de recevoir l'appel de détresse du Titanic. Mais attends, je vais un peu trop vite. Les aurores sont d'un signe visible d'un orage géomagnétique. Maintenant, parlons des équipements de navigation. Cela s'applique aux satellites et aux appareils de radiofréquence. Rappelons-nous qu'à l'époque du Titanic, il n'y avait pas d'iPhone. Du coup, le citoyen moyen ne pouvait pas remarquer que ces gadgets se déréglaient. Mais les appareils de navigation et le télégraphe sans fil existaient et étaient activement utilisés. Flashback, période du Moyen-Âge, lorsque les marins remarquaient que certains jours leur boussole se détraquait. Les flèches tournaient alors dans toutes les directions et les gens de l'époque ne savaient pas pourquoi. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que des scientifiques français ont découvert que ces jours problématiques se produisaient en même temps que l'apparition de taches noires sur le soleil. Les éruptions solaires. Le mystère était résolu. Mais le Titanic disposait de l'équipement radio le plus avancé et le plus réputé de l'époque. Ils l'ont testé minutieusement pour s'assurer qu'il fonctionnait sur des distances allant jusqu'à 3200 km. Le Titanic a réussi tous les tests. Le 10 avril 1912, l'énorme paquebot a quitté Southampton et s'est mis en route pour New York. Dès le lendemain, l'équipage a commencé à recevoir les premiers rapports sur les icebergs et les champs de glace à la dérive. Ils ont mis des points sur la carte pour marquer les coordonnées et ont poussé un soupir de soulagement. Tous les points problématiques se trouvaient au nord de l'itinéraire prévu pour le Titanic, mais au bout de quelques jours, les avertissements ont commencé à se déplacer de plus en plus vers le sud, s'approchant dangereusement du majestueux navire. Le 14 avril 1912, le capitaine Edward Smith a décidé de changer de cap vers le sud dans l'espoir de contourner la glace. Cela s'est avéré être une énorme erreur, pénétrant directement dans l'orage magnétique. Si les équipements de navigation étaient déréglés, ne serait-ce que par une petite erreur d'un demi-degré, le capitaine pouvait se tromper en amenant le navire droit vers un amas d'iceberg. Pire encore, les opérateurs radio ont ignoré les avertissements provenant des autres navires. Cela ou alors ils ont simplement oublié de les transmettre au capitaine. En tant que contractants, embauchés par la compagnie de radio, ils étaient plus intéressés par la transmission de télégrammes payés par les passagers du luxueux paquebot. L'émetteur radio est resté hors service ce soir-là, probablement à cause de tout ce petit trafic privé. Quand il a finalement été réactivé, l'opérateur Jack Phillips a reçu un autre message du SS Californian à 22h30. Leur opérateur tentait d'avertir Phillips des coordonnées des icebergs à la dérive. Mais il n'aura pas prêté attention, il était nerveux et pressé. L'orage magnétique était-il responsable de ses nerfs fragiles et de sa mauvaise humeur ? Nous ne pouvons que le spéculer. Mais comme tu le sais, certaines personnes sont plus sensibles à ce genre de choses. Le côté tribord du navire géant a frôlé l'iceberg. Il était 23h40 quand les choses ont commencé à mal tourner. Cet iceberg a causé suffisamment de dégâts pour qu'au moins 5 compartiments étanches de la coque commencent à se remplir d'eau. L'équipage a immédiatement lancé une brève enquête pour voir s'il pouvait faire quelque chose et réparer les dégâts. Il n'avait personne sur qui compter. Seul dans l'obscurité de la nuit froide, loin de toute terre, au beau milieu de l'océan Atlantique Nord, à environ 600 km au sud de Terre-Neuve. Ils avaient besoin de temps pour trouver comment mettre les passagers en sécurité. Et du temps, ils en avaient, mais pas assez. Si tu as regardé le film, tu sais que le navire n'a pas coulé immédiatement après que la rencontre avec l'iceberg se soit produite. Tout le processus a duré 2h40. Mais la situation était délicate. Il y avait 2200 personnes à prendre en charge, y compris l'équipage et les passagers, et le chaos régnait à bord. L'ingénieur en chef Thomas Andrew a vite compris qu'il ne pourrait pas rester à flot. À minuit, tout l'équipage a commencé à préparer les canons de sauvetage pour la mise à flot. Il disposait de 20 canots avec de la place pour seulement 1178 personnes, ce qui représentait à peine plus de 50% des gens à bord. L'ordre était de mettre les femmes et les enfants en sécurité les premiers. Les membres d'équipage étaient là pour ramer et guider les canots. Au cours des 2 heures suivantes, les choses ont commencé à s'intensifier progressivement. Les membres d'équipage avaient pour mission de réveiller les passagers et de les avertir que quelque chose de grave était en train de se produire. Ils voulaient les placer dans une flotte de canots de sauvetage le plus vite possible. À minuit 15, des membres de l'équipage ont envoyé un signal de détresse. Un navire à vapeur appelé le Frankfurt s'est trouvé parmi les premiers à recevoir ce message et à y répondre, mais il se trouvait à environ 274 km. D'autres navires ont également reçu le message et proposé leur aide, mais malheureusement, ils étaient trop loin. À minuit 20, le paquebot Caparcia de la compagnie Cunard a reçu un signal de détresse du Titanic et a immédiatement changé de cap. Ils étaient alors à 58 miles nautiques de distance, soit 107 km.
et il leur faudrait plus de 3 heures pour arriver. 20 minutes plus tard, l'équipage descendait le premier canot de sauvetage. Il ne transportait que 27 passagers, alors qu'il y avait de la place pour 65. Beaucoup des canots de sauvetage qui ont été lancés les premiers étaient remplis bien en dessous de leur capacité. Les membres de l'équipage étaient inquiets que les grues ne puissent pas supporter le poids d'un canot de sauvetage entièrement chargé. Et puis, au début, de nombreux passagers avaient tout simplement trop peur de quitter le navire. Ils pensaient encore que le Titanic était insubmersible et ne pouvaient pas imaginer le scénario qui allait se produire 1 à 2 heures plus tard. L'équipage a tiré la première des 8 fusées de détresse, sans succès. Personne n'était assez proche pour les aider. À 1h20, ils avaient fait descendre 10 canots de sauvetage. Le 8e ne contenait que 28 personnes. L'un des passagers du 10e était la petite Milvina Dean. Âgée de 9 semaines, elle deviendrait plus tard la dernière des survivantes, ayant vécu jusqu'en 2009 et atteint l'âge canonique de 97 ans. 2 heures du matin déjà, 3 canots pliables étaient les dernières embarcations de sauvetage restantes. La proue du navire s'était enfoncée très bas et avait basculé loin sous la surface. Les gens qui ne se trouvaient pas loin pouvaient à présent clairement voir les hélices de la poupe au-dessus de l'eau. Les membres de l'équipage étaient en train de descendre le canot de sauvetage pliable D depuis les quartiers des officiers, avec plus de 20 passagers à l'intérieur. Alors que la proue du navire s'enfonçait, l'eau emportait le canot A loin du pont. Ces 20 personnes se débattaient car leur embarcation était partiellement remplie d'eau. Pendant que les membres de l'équipage essayaient de libérer le canot pliable B, celui-ci est tombé. Avant qu'il ne le redresse, l'eau l'a emporté loin du navire. 30 passagers ont tout de même réussi à se mettre en sécurité sur le canot de sauvetage renversé. À 2h17, le radiotélégraphiste du navire a décidé de transmettre un dernier appel de détresse. 1 minute plus tard, la lumière du navire s'est finalement éteinte. Le Titanic et tous ceux qui restaient à bord ont plongé dans l'obscurité. La proue continuait de s'enfoncer et la poupe s'élevait plus haut au-dessus de la surface, ce qui exerçait une grande pression sur la partie centrale du navire. Des sons horribles emplissaient la nuit. Le Titanic, cet énorme navire légendaire dans lequel tant de gens avaient placé leurs espoirs, s'est brisé en deux entre la 3e et la 4e cheminée. Selon les rapports, il a fallu environ 6 minutes à la section avant pour atteindre le fond de l'océan. La poupe est retombée sur l'eau avant de s'élever à nouveau en position verticale. Elle est restée dans cette position jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement dans l'océan. À 2h20, la poupe avait apparemment conservé de l'air à l'intérieur et la pression de l'eau l'a écrasée pendant qu'elle descendait. La poupe a atterri à environ 600 mètres de la proue. Les gens considéraient le Titanic comme le paquebot le plus rapide du monde. Ils pensaient qu'il était insubmersible, car 4 de ses compartiments pouvaient être inondés et cela ne causerait toujours pas une perte critique de flottabilité. Mais sa vie aura été problématique dès le début. Alors que le navire quittait le port, il a frôlé de quelques encablures le paquebot New York. Il a réussi à passer sans encombre, ce qui a été un énorme soulagement pour tous les passagers inquiets massés sur les ponts du navire.